Eh ben c'est parti. Bonjour à tous. Il y a déjà un petit peu de monde de connecté, donc j'espère que vous avez déjà mangé, ou peut-être vous êtes en train de manger en me regardant. Chacun son truc. Alors aujourd'hui, de quoi je vais parler? Euh, Ah, Yodamad, mais t'es pas en congé? De quoi je vais parler? Je vais faire une initiation à GitLab CI. Alors il y aura plusieurs épisodes. J'aimerais bien essayer d'en faire un par semaine, mais bon, si j'ai le temps et si j'y arrive. Aujourd'hui, je vais partir de très simple. Je vais parler des GitLab Runners, un peu décrire ce que c'est. Il y aura un tout petit exemple, une toute petite démo à la fin, mais aujourd'hui, ça sera essentiellement des explications avec quelques slides. Donc, je vais commencer tout de suite. Faut que je partage mon écran. Euh, Qu'est-ce que vous allez voir? Non, alors je partage pas ce qu'il faut, je pense. On recommence. Current application, ça sera mieux. Il n'a pas l'air d'accord. Excusez-moi pour ce petit couac. On revient sur la caméra. Ensuite, comment je fais pour... Le gars qui a tout testé. Current application, primary display. Voilà, c'est mieux. Excusez-moi, j'ai voulu faire le malin et ça s'est pas bien passé. Alors, on va passer en vue présentation. Donc, si tout va bien, il y a les slides qui s'affichent. J'espère que vous les voyez tous. Donc, saison 1, épisode 1, qu'est-ce qu'un runner? Alors, quand vous faites du dev, vous avez un workflow de développement, que vous bossiez seul ou en équipe, hein, peu importe. Alors, je parle de workflow de développement utilisant Git avec GitLab. Les peuvent être applicables à d'autres outils, bien sûr. À un moment donné, quand vous avancez dans votre développement, vous commencez votre développement en partant de la branche master. Donc, je ne sais jamais si on voit mon curseur sur l'écran, si a priori. Normalement, vous voulez faire une nouvelle fonctionnalité, vous faites... Il y a des bruits bizarres dans le son, ça grésille un peu de temps en temps. Je ne vais pas m'en sortir avec mon... Comment ça s'appelle? Mon micro. Alors, je vais juste... je vous demande un instant, changer de... Je vais switcher de micro. Je vais jeter celui qui m'a coûté une blinde. Alors, à moins que ça soit de la saturation. Bon, je m'embête pas, je ferai des réglages après. Micro, là normalement il ne devrait pas avoir de grésillement. Ça devrait mieux se passer. Et je retourne sur mon écran. Je repasse en mode full screen. Oui, c'est mieux. Bon. Ce qui m'arrange pas, hein, parce que je me suis payé un micro de compète et j'ai l'impression qu'il débloque plein pot. Mais c'est un autre sujet. Oui, donc je disais, vous partez de votre master branch, donc vous faites une feature branch, avec si possible une merge request, mais ça on en parlera une autre fois, et puis vous commencez à bosser et à committer vos changements. Et quand vous committez vos changements, vous les poussez vers le serveur, donc le serveur central, donc vers GitLab, que ce soit une instance que vous avez sur vos serveurs perso ou d'entreprise ou sur gitlab.com. Et à ce moment-là, ça peut, si vous l'avez décidé, déclencher des scripts d'intégration continue avec, après, vous faites ce que vous voulez avec, hein, vous lancez des scans de sécurité, de la qualité de code, ainsi de suite. Et puis après, vous pouvez merger, ou même avant même de merger, par exemple, vous voyez, je parle de Review App, avant même de merger, vous pouvez imaginer déployer les applications sur des environnements temporaires pour regarder si ce que vous avez fait à partir de votre feature branch correspond à ce qu'on vous a demandé de développer, ou à ce que vous aviez en tête. Et puis quand vous mergez sur la branche principale, ou sur la branche de production,
ça va redéclencher d'autres scripts. Ça peut être encore des scripts de CI avec des dernières vérifications de recherche de vulnérabilité. Et puis aussi, ça va être comment ça s'appelle je vais y arriver, des, des scripts de déploiement. Voilà pour ça. Alors, j'ai un petit... Ça a l'air flou, moi, de mon côté, sur Twitch. Donc, est-ce que vous voyez correctement, vous ça me semble bizarre. Vous voyez correctement. Bon, écoutez, c'est le principal. Alors, qu'est-ce qu'un runner? Le runner, c'est ce qui permet à GitLab, en fait, de faire toute la partie CI/CD. Euh, donc, c'est un exécutable qui est écrit en Go que vous pouvez installer n'importe où. Par exemple, sur GitLab.com, je crois que les runners partagés qu'on va utiliser juste à la fin sont installés pour partie sur DigitalOcean, si je dis pas de bêtises. Mais vous pouvez en mettre de partout. On va en parler un peu plus loin. Vous pouvez le mettre sur un serveur dédié aux runners. Vous pouvez même mettre des runners sur votre propre ordinateur ou même sur un Raspberry Pi, tout en vous connectant à un serveur GitLab distant. Même vous pouvez avoir vos runners à vous chez vous sur votre laptop et les faire tourner pour des projets qui sont sur GitLab.com. Parce qu'en fait, le runner fait du polling HTTP vers l'instance GitLab. Donc ça passe dans tous les sens. Ensuite, le runner, il utilise un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yaml, qui est le livre de recettes pour le runner qui lui explique ce qu'il doit faire. Alors, c'est du YAML. Ce fichier-là est mis à la racine du projet, comme les Jenkins files en fait, hein, c'est le même logique. Mais il va falloir un petit peu apprendre à aimer le YAML. Moi j'aime bien finalement, je m'y suis fait, c'est plutôt pas mal. Euh, donc voilà, une fois que vous avez ce fichier-là, vous décrivez dedans ce que vous avez à faire. Alors comment ça marche? Donc je vous le disais, vous ajoutez ce fichier YAML à la racine du projet, il a toujours le même nom, hein, .gitlab-ci.yaml. On peut même faire des includes dedans, mais ça sera pour un autre épisode. Dans ce fichier-là, vous allez définir un ensemble de stages, enfin c'est des étapes. Vous voyez les stages comme des étapes qui sont séquentielles dans le temps. Et puis pour chacun de ces stages, vous allez définir des jobs ou des commandes. En fait, les jobs, vous avez des jobs, vous dites que ça appartient à tel stage, ça va s'exécuter dans le stage, mais alors pas de manière séquentielle, de manière parallèle. Donc vous n'avez pas la maîtrise, on va dire, de l'ordre des jobs qui sont exécutés dans un stage. Donc je vous l'ai dit, le job appartient forcément à un stage. Et donc cet ensemble de stage et de job, ça contribue à créer ce qu'on appelle le pipeline de CI/CD. Excusez-moi. Le pipeline de CI/CD, au fait, ça dure jusqu'à quelle heure? Normalement, je dépasse pas 14 heures parce que je suis censé être en réunion, donc ça ira pas plus loin. Euh, le pipeline de CI/CD, il est déclenché finalement à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur une branche particulière. On verra dans d'autres épisodes que dans la CI, vous pouvez définir que les jobs ne s'exécutent que sur certaines branches. Donc vous pouvez faire des filtres sur les branches. Mais là, globalement, si vous committez et vous pushez, ça va exécuter le runner. En tout cas, ça veut dire au runner, hop, 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 il y a quelque chose pour toi. Et le runner va aller lire le fichier YAML pour voir ce qu'il a à faire. À quoi ça ressemble un fichier .gitlab-ci.yaml? Ça ressemble à ça. Donc vous définissez en premier les stages. Alors, on peut mettre d'autres choses en premier, mais ce sera pareil pour une autre fois. Et en dessous de stages, vous dites la liste des stages que vous allez avoir. C'est pas plus compliqué que ça. Les emojis, là, c'était pas que pour faire joli, ça marche réellement. Et ensuite, vous définissez des jobs. Alors j'ai un job 1 addition. Je dis qu'il ne va s'exécuter que ouais, c'est free, les emojis c'est obligatoire. Ouais, ça serait. En fait, moi je pense que c'est obligatoire. C'est vachement plus sympa à lire.
Euh, donc, mon job addition ne s'exécutera que si je fais quelque chose sur la branche master. Donc, si je commit sur ma feature branche, je ne déclencherai rien. Si je commit sur master ou que je merge sur master, pof, ça va s'exécuter. Ça, mon job ne s'exécutera que dans le stage play. Le tag, ça vous permet de, en fait, vous pouvez avoir plein de runners, enfin un seul ou plusieurs ou plein, et les taguer, donc leur donner une petite étiquette, un petit nom. Et du coup, vous pouvez préciser que certains runners ne s'exécutent que si ils correspondent au tag que vous avez mis dans votre fichier YAML. C'est super pratique pour répartir la charge, mais aussi pour, vous pouvez imaginer installer préparer des runners avec des outils déjà préinstallés. Donc vous pouvez dédier des runners à des tâches particulières. Vous pouvez, je sais pas, par exemple, vous savez que tous les runners tagués big sont exécutés en fait sur une énorme machine qui a plein de puissance. Donc si vous avez besoin de faire des jobs de CI qui sont du traitement d'image par exemple, eh ben, vous dites je dédie les jobs à ce type de runner. Puis ça évite d'embêter les petits camarades qui bossent sur d'autres projets et qui sont obligés d'attendre que toute la CI soit finie pour continuer à bosser. Après, typiquement, la dernière clé qu'on utilise dans un job, c'est la clé script dans laquelle vous passez les commandes shell que vous voulez faire exécuter par le runner. Donc, les rules sont préférables au only/except. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai été feignant. J'ai fait un copier-coller d'un slide que j'avais fait, bah, justement quand j'étais venu te voir, Neonox, à Toulouse, où à l'époque il n'y avait pas encore les rules. Donc, super remarque. Je changerai ça pour la prochaine fois. Le Only Master fonctionne, mais faut plus l'utiliser. C'est deprecated. Donc je disais que le runner il lance des commandes shell. Ça peut marcher aussi avec du PowerShell si vos runners sont sous Windows. Et puis j'ai un deuxième job de test qui appartient au stage test et puis qui utilise le même runner et qui lance des scripts de test, mais par contre lui s'exécutera quelle que soit la branche sur laquelle je fais un commit, puisque je n'ai pas mis de filtre. Bon, on est bon pour ce slide-là. Donc ouais, je ferai un espèce d'addendum au prochain épisode pour parler des rules. Ça sera plus intéressant. De toute façon, j'ai prévu d'en parler. Concrètement, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre instance GitLab, c'est elle qui est au milieu. Vous avez une machine sur laquelle il y a un ou plusieurs serveurs. Ces serveurs-là, en fait, ils font du poll HTTP ou HTTPS sur l'instance GitLab. Donc, quand vous committez ou vous poussez, enfin une fois que vous poussez et que vous mergez, en faisant son poll, le runner voit que dans la queue de message, il y a du boulot pour lui. Du coup, il va aller charger le fichier gitlab.ci-yaml, celui dont on parlait tout à l'heure, et il va en fait cloner le projet, le monter dans son contexte d'exécution et exécuter toutes les tâches qu'on lui a donné à faire dans le fichier YAML. Donc c'est la partie 3. Et on va dire le détail de la partie 3, c'est ce que j'ai numéroté 4. Vous allez lui faire du test, du build, de la sécurité, du déploiement, globalement ce que vous voulez. Hein. On va dire le runner est très agnostique. Hein. C'est un passe-plat de commandes. À vous de lui donner l'intelligence nécessaire. Et le petit 5, c'est pour expliquer que les résultats de tout ce qui se passe dans le runner sont remontés à l'instance GitLab, et donc ça permet d'envoyer du feedback aux développeurs, aux admins, enfin tous ceux qui sont concernés par le projet. Et une grosse partie du feedback est notamment remontée dans la merge request. C'est pour ça que c'est super important de faire des merge requests. Ça sera aussi un sujet plus tard dans notre session sur la partie CI. Alors, le runner, il peut être shared ou spécifique. Alors, shared, c'est quand vous arrivez, par exemple, si vous arrivez sur gitlab.com, vous pouvez créer des comptes, des groupes privés, publics, peu importe, de manière gratuite, et vous avez accès à des minutes gratuites de runner partagés.
Donc vous n'avez rien à installer, vous faites vos scripts de CI, c'est des runners Docker Machine, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, vous pouvez déjà vous entraîner. Après, vous pouvez utiliser vos propres runners, que ce soit sur .com ou sur votre propre instance de GitLab. Là, ça va être du runner, par exemple, spécifique. Vous allez le dédier à un projet. Donc, ça sera dans l'épisode 2, on verra comment relier un runner au projet. Ou vous pouvez relier un runner ou des runners à un groupe. Donc, un groupe contient d'autres groupes et ou d'autres projets. Donc ça vous permet pareil, de spécialiser vos runners, de répartir la charge selon la demande. Si vous avez des projets ou des groupes qui sont très consommateurs de CI, n'allez pas gêner pareil les petits copains, bosser sur la répartition des runners. La partie des runners tagués, on en a parlé tout à l'heure, donc ça vous permet aussi de spécifier dans vos scripts YAML quel type de runner utiliser ou pas. Donc Anamur dit pour le plan gratuit c'est 400 minutes de build par mois. Ouais, c'est ça. Ça permet déjà de faire pas mal de choses. Je crois que je suis pas encore arrivé à me bloquer les runners partagés, mais je les utilise pas trop. Alors Xtopnexity, je suis désolé si je prononce mal. Peut-on désactiver les runners publics pour autoriser que les privés? Ouais, bah, de toute façon, Yodama répond à ma place, ça c'est cool. Oui, 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 tout à fait. Après, moi, j'utilise quasiment que mes propres runners à moi, ça va plus vite. Parce que les runners partagés, il y a du monde quand même dessus. Et puis vous pouvez dire que votre runner il est protected ou not protected. J'avoue que j'utilise pas trop, mais c'est globalement ne dédier les runners qu'aux branches protégées, par exemple. Alors les runners, pour bosser, ils utilisent ce qu'on appelle des exécuteurs. Euh, Qu'est-ce que dit Anamur? Moi non plus, ça passe pour une petite startup qui veut faire son MVP sans se ruiner. Ouais, mais par contre, une petite startup, elle peut totalement se mettre sur une machine dédiée à ça, un NUC, et il y en a qui coûtent pas cher, des runners sur sa machine et qui connectent à GitLab.com. Hein. Du coup, ils ont aucune maintenance à faire parce qu'au pire, même si le runner y pète, à la limite, on peut même formater le disque et réinstaller si ça ne fait que ça. Donc, faut pas s'embêter et pas hésiter à le faire. Alors, les exécuteurs des runners. Vous avez ce qu'on appelle les exécuteurs shell. Ça exécute les commandes que je vais vous montrer directement dans la machine qui héberge le runner. Donc moi, par exemple, je me monte des VM avec un runner GitLab dedans et qui exécute des commandes shell. Et donc, si j'ai installé des outils dans ma VM, je peux les utiliser. Après, il faut être sûr de ce qu'on a installé. Il faut savoir que vous maîtrisez pas forcément tout ce qui est installé ou des fois il va falloir faire le ménage. Mais bon, des fois, dans certains cas, le runner shell est super intéressant. Celui qui est le plus utilisé, c'est l'exécuteur Docker. Donc en fait, il exécute les commandes dans un container. Ça veut dire que vous recréez le container et tout ça. Donc vous repartez d'un environnement qui est propre. Donc moi, je conseille plutôt celui-là. Alors moi, j'ai des VM qui utilisent des runners qui eux-mêmes utilisent l'exécuteur Docker. J'aime bien mettre les choses à part. Et ça marche super bien. L'avantage de ça, on le verra dans le prochain épisode, c'est que vous pouvez définir au sein même de votre fichier YAML les images que vous voulez utiliser. Vous affectez une image par défaut à votre exécuteur Docker, mais en cours de route, vous pouvez changer. Donc il ira charger l'image dont il a besoin. Vous pouvez donc avoir des images d'outils spécifiques pour certains jobs. On peut avoir plusieurs conteneurs Docker par runner sur une même machine. Oui, oui, oui. Euh, Ensuite, il y a des runners Docker Machine. Alors, c'est ceux qui sont utilisés pour les share runners sur GitLab. Alors, je crois que les exécuteurs Docker Machine de GitLab, il me semble, c'est un fork de Docker Machine. Moi, je l'utilise pas. L'avenir de Docker Machine, je sais pas quoi en dire, vu que c'est plus Docker qui s'en occupe directement. Moi, honnêtement, je les utilise pas. Après, il y a un exécuteur qui s'appelle l'exécuteur Kubernetes. Alors, celui-là, il est super sympa. Il est scalable. Alors, le Docker Machine est scalable. L'exécuteur Kubernetes est scalable aussi. Donc, en fait, vous le déployez à un pod runner, un pod papa ou un pod maman.
qui en fait va recevoir les demandes de CI, de CD, et va popper d'autres petits runners en fonction des besoins. Et puis après, il les tue au fur et à mesure qu'il n'en a plus besoin. Donc vous avez assez facilement la possibilité de vous monter des runners scalables sur un petit cluster. C'est super facile à faire. Il y a Canora qui est connecté, il s'est déjà amusé avec, donc il connaît bien le sujet. Et pareil, ouais, c'est assez facile à installer et vous n'avez pas à vous préoccuper de la scalabilité. Et le petit côté sympa, c'est que vous héritez des possibilités de Kubernetes pour tout ce qui est monitoring, par exemple. Et puis il y a une intégration Kube GitLab qui existe dès la version Core qui vous donne pas mal d'informations. Il y a un exécuteur, alors j'oublie, j'ai plus le nom exact, mais il y a un exécuteur OpenShift aussi qui est sorti cet été, mais je pense qu'il a été officialisé. Alors Red Hat en a parlé cet été, mais il a été officialisé de manière, enfin, on va dire livrable. euh, je crois dans la dernière version de GitLab ou l'avant-dernière version de GitLab, je sais plus. Euh, alors, le runner OpenShift, si tout va bien dans quelques temps, je vous fais un Twitch dessus, ou chez moi, ou chez Sébastien Blanc, on va faire une petite démo OpenShift GitLab dès qu'on a un peu de temps. C'est la best practice de dockeriser son runner pour le faire tourner sur un droplet. Le droplet, c'est quoi? C'est ce qui tourne sur BlueOcean? En fait, ce qu'il faut faire pour avoir un exécuteur Docker globalement, moi ce que je fais dans une VM, c'est j'installe le runner dans ma VM, j'installe un client Docker et au moment où je registre, et on fera ça la semaine prochaine, au moment où je registre mon exécuteur, je dis j'utilise un exécuteur pour mon runner, mais un exécuteur de type Docker. Ça veut dire qu'en fait, quand on va solliciter le runner, il va voir que l'exécuteur est de type Docker et du coup, c'est lui qui va donner au client Docker en fait c'est les informations qu'il a à faire. Donc, si on s'est bien compris tous les deux, Arnamur, je dirais oui. Mais tu verras au fil des épisodes que finalement, Docker c'est super pratique. Moi, je n'étais pas forcément un gros utilisateur de Docker parce que je connaissais pas bien, mais dans l'utilisation des runners, c'est pas mal. Ah, tu as mis ton runner dans un container Docker. Ouais, ça fait du Docker in Docker. Alors déjà, si en plus dans ton exécuteur Docker, tu charges une image Docker, ça fait du Docker in Docker in Docker. Je ne sais pas. Alors après, tu peux. Ouais, j'ai pas la réponse tout de suite. Moi, je sais que pour éviter d'avoir de faire du Docker in Docker, de toute façon, dans mes exécuteurs, j'utilise Canico pour builder mes images. Euh, voilà. Après, j'ai pas essayé ton cas de figure, mais écoute, on pourra en rediscuter à l'occasion. Moi, j'aurais mis plutôt ça directement dans une VM avec un client Docker à côté. Perso. Mais bon. S'il y en a qui ont déjà essayé autrement, n'hésitez pas à témoigner. C'est euh, c'est super. Il y a donc l'exécuteur OpenShift, j'en ai parlé. Il y a des exécuteurs VirtualBox. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont popper des VM à chaque fois qu'il y en aura besoin. Donc, c'est différent du shell en fait. Ça fonctionne un peu comme le shell, mais à chaque fois, ça va être une nouvelle VM. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Il y a les exécuteurs Parallels. Donc, Parallels, c'est un gestionnaire de VM sur OS X. Globalement, ça fonctionne comme VirtualBox. Il y a des exécuteurs SSH. Alors, pour info, j'ai jamais joué avec, mais il faudra que j'essaye un de ces jours. Ça vous permet d'exécuter des commandes via SSH sur une machine qui n'aura pas de runner. Donc via un runner spécifique. Donc ça vous permet de faire des choses un peu spécifiques si vous avez des trucs Sioux qui ne marchent pas avec les runners de base. Et on a même un runner ZOS. Alors ça c'est moins utilisé, mais il y a des demandes et il est sorti cet été, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas joué avec, j'ai pas de machine qui hoste du ZOS sous la main, donc c'est pas possible pour moi. Alors, quelle heure il est? Ouais, mais voilà, je suis en avance, du coup, ou vous pourrez poser des questions, ou ceux qui n'avaient pas eu le temps de manger pourront manger. Je vais vous faire une rapide petite démo par rapport à ce que c'est qu'un runner, enfin, fonctionnement d'un runner. De toute façon, la vidéo, je la publierai sur YouTube.
Bah IBM, oui, oui, toujours vivant. Et puis en plus, ayant racheté Red Hat, encore plus vivant que jamais, quoi. C'est une sacrée boutique. Donc oui, je disais, je mettrai des liens vers. Je vais créer sur. J'utilise des issues pour faire mon blog, donc je vous mettrai le lien là-dessus. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à l'utiliser et je publierai la vidéo avec le lien sur YouTube. Alors, il y aura un Twitch pour la config du runner avancée et optimisation. Alors, il y aura un Twitch la prochaine fois pour montrer comment installer son propre runner sur la config du runner avancé, les optimisations. Ça viendra plus tard, hein, parce qu'on est vraiment dans un mode là, initiation. Je repars de zéro. Euh, donc, je me suis créé un petit projet, non, un petit groupe, on va dire, pour gérer les exemples qu'on verra au fur et à mesure. Et je vais créer un nouveau projet, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais créer un blank project, je vais l'appeler épisode 1. Je vais le laisser public, je vais lui mettre un README et je vais créer mon projet et on va faire un petit script YAML juste pour montrer comment ça se déclenche. Et puis dans les prochains épisodes, on ira un peu plus loin sur la façon de créer ces scripts YAML. Donc je peux le créer automatiquement en utilisant le petit bouton Setup CI/CD ou vous pourriez le faire en local et puis après pousser votre code bien sûr. Là je suis en démo donc je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre démo. Là, je vais juste le comité pour avoir mon fichier. Donc, vous voyez qu'il m'explique que mon fichier de configuration CI est invalide parce que forcément, il ne trouve rien d'intéressant dedans qui correspond. Depuis une ou deux versions, vous avez un petit truc qui est ici qui vous permet. Il y a un nouveau menu qui s'appelle Editor qui vous permet de passer en mode édition du fichier YAML, mais avec une sorte de linting automatique. Donc par exemple, je vais mettre mes stages. Vous avez vu, ça bouge au fur et à mesure. Ensuite, je vais mettre step 1. Ouais, je ne sais plus écrire. Step 2. Pour l'instant, on va pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Job config should contain at least one visible job. Effectivement, j'ai que des stages et j'ai pas de job. Donc, on va en créer un au hasard que je vais appeler Hello. On va lui mettre un petit emoji hein, pour que je vous prouve que on peut tout à fait utiliser des emojis dans les jobs, voire même des espaces. Honnêtement, les espaces, j'en mets pas d'habitude, donc peut-être que je prends un risque. Je vais dire que mon job appartient au stage step 1. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oui, il faut qu'à minima, j'ai un script ou un trigger. Alors le trigger, c'est quelque chose qui vous permet de déclencher des jobs d'autres projets. Ça, on fera sur des pipelines d'autres projets. On le fera une autre fois. Donc je vais faire script, deux points. Et puis, alors normalement les scripts, il faut mettre à chaque ligne de commande, il faut mettre un tiret. Bon, c'est pénible, mais on verra plus tard qu'on peut faire autrement. Donc on va lui faire un petit echo hello world. Alors c'est pas très original. Voilà, donc là déjà mon linter il dit bah tout va bien. Et puis alors, vous pouvez aller vérifier d'avoir plus d'informations maintenant pour votre syntaxe. Vous pouvez même visualiser à quoi ça va ressembler en termes de pipeline. Donc là, vous voyez, j'ai mon stage et dedans, j'ai le job qui appartient au stage. Alors on va continuer, on va rajouter des comment ça s'appelle, des jobs. On va mettre un job. Alors je vais faire du copier-coller comme ça va aller un peu plus vite.
Lui, on va lui changer de nom. Donc si je change l'emoji, forcément, c'est différent, donc ça va aller bien. On va dire que ça appartient au step 1. Et puis, on va lui changer l'emoji aussi ici. Et on va lui mettre un petit lapin. Ça, juste pour la différence, hein. Après, pourquoi un lapin, j'en sais rien, ça m'est venu comme ça. Si je retourne en visualisation, vous voyez que j'ai deux jobs. Bon, je vais peut-être les nommer autrement. On va l'appeler et ce sera plus visible. J'ai deux jobs qui appartiennent à mon premier stage. Et le linter, pareil, continue à me donner des informations. On va se rajouter un dernier job. J'aime bien les citrouilles. Hop. Hop. Donc lui va appartenir à mon stage 2. Donc on se souvient, les stages, hein, c'est dans le temps. Et puis on va lui faire un petit script. Deux points. Hop. J'ai des problèmes avec les espaces aujourd'hui. Echo. Et là. Voilà, donc normalement, d'après le linter, j'ai pas d'erreur. Vous voyez qu'il complète bien au fur et à mesure. Si je visualise, là voilà, mon pipeline va commencer par le step 1, il va effectuer ces jobs-là. Alors je ne sais pas dans quel ordre, c'est en général aléatoire. Et ensuite, j'aurai le step 2 dans le temps qui va m'exécuter le dernier job. Donc, maintenant, je peux aller committer mon changement. Alors, vu que c'est un commit, ça va déclencher comment ça s'appelle je vais y arriver. Ça va déclencher les jobs, le pipeline. Ah, je retrouve plus l'emoji que je voulais mettre. Update, j'entends des clac clac. Oh, un céli sauvage est apparu. Update, ça s'écrit pas comme ça. Hop. Donc là, je reste sur la branche master. Ce sera la seule démo d'aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer qu'une fois que je commit, il va se passer quelque chose. On peut le voir ici. Alors là, j'ai commité directement sur master. Ça, c'était mon premier commit tout à l'heure où mon YAML était invalide. Là, c'est en vert, ça veut dire que le YAML va bien. Il vient de déclencher un runner, alors un runner GitLab. Si on va voir, vous voyez que le premier step est en cours. Si on va sur le pipeline en lui-même, vous avez la visualisation graphique de ce qui est en train de se passer, mes deux jobs qui fonctionnent en parallèle. Alors pareil, hein, vous n'avez pas la garantie dans ce cas-là de savoir lequel va commencer. Si je clique sur un des jobs, en fait, j'arrive dans le container qui a été monté. Donc là, on voit bien, hein, c'est du Docker Machine avec le Docker Autoscale. Donc là, il utilise un Docker Executor avec une image de base Ruby. Après, vous pouvez dire les images que vous utilisez, ça sera ce qu'on verra la prochaine fois. Et vous voyez que, en fait, il m'a créé un repository, enfin, il s'est créé un repository dans son container, et il utilise une image Docker, on le voit ici, et il exécute ma commande. Donc, si je retourne sur mon pipeline, j'y étais, hop. Ah, il faudrait peut-être que je rafraîchisse. Si je retourne sur mon pipeline, vous voyez que les deux tâches sont passées, que je suis passé au step 2. On peut aller voir si ça se termine. Ouais, sur l'onglet requirement, on va y revenir. Voilà, donc il m'a bien exécuté mon script Hello Jack. D'ailleurs, je vois que j'ai fait une faute au prénom de Jack, mais voilà. Donc, ça, c'était aujourd'hui ce que je voulais vous montrer pour essayer de vous expliquer un petit peu la mécanique qui se passe quand on commit et qu'on exécute la CI. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. À chaque épisode, on va y aller de manière progressive. Dans les prochains, on utilisera essentiellement des runners privés. Enfin, je vais utiliser mon propre runner que j'aurai hébergé probablement chez moi.
Vous voyez, un script de CI, c'est pas super compliqué. N'hésitez pas à les commenter, hein. C'est un dièse et des commentaires. Ça, c'est bien de les commenter, surtout pour les copains qui passent derrière pour relire. C'est c'est pas mal. Mais on verra tout ça au fur et à mesure. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Alors attendez, je vais stopper mon partage d'écran. Je vais revenir sur la caméra. J'ai vu qu'il y avait une question. Euh, je vais la retrouver. Oui. Euh, alors, Arnemur, j'ai pas l'onglet Requirement. Est-ce que c'est payant? Alors, l'onglet Requirement est payant. Tu l'as vu où sur mon écran? Ah oui, mais ouais, mais c'est normal que tu l'as pas. Ça fait partie de la version Ultimate. C'est effectivement ce que dit Yodaman. Mais si tu es sur GitLab.com, que ton projet est public, tu auras accès au menu Requirements et tu pourras jouer avec. Mais il faut que ton projet reste public et c'est que sur GitLab.com. En fait, sur GitLab.com, il y a pas mal de features de la version Ultimate qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Ça. Est-ce que c'est closed source? C'est une bonne question. Je pense que le code source est quand même accessible, quoi. Mais l'utilisation, par contre, est normalement soumise à licence, sauf si tu as un projet public. Seb qui dit, et on fera ensemble un runner qui tourne sur OpenShift. Oui, j'en parlais en intro, et effectivement, c'est tout à fait prévu. Je me suis installé un code ready container, ou un container code ready, je sais plus, mais qui je vais y arriver, avec lequel on pourra faire des tests. Ce que j'aimerais bien faire, c'est du coup, ouais, CRC, c'est plus facile à dire, tu as raison. Du coup, Seb, je te fais ma demande en direct. C'est ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on fasse une version où on déploie le runner qui tourne sur OpenShift sur un serveur, sur un OpenShift à toi. Et puis, on fait une version où on le fait sur un OpenShift justement sur CRC qui tournerait sur mon laptop. Faut juste que je vérifie les flux réseau, les trucs comme ça. Mais je suis arrivé à le faire une fois, mais je sais plus si je l'ai fait avec une instance on-prem ou avec du .com. Euh, ouais, cool. Donc, il a accepté, vous l'avez vu en public, donc il y aura une rubrique OpenShift. Je ne sais pas si ça sera dans la saison initiation avec GitLab CI, mais en tout cas, il y aura un Twitch là-dessus. Akanoa sur OpenShift, c'est en autoscale? Oui, bien sûr. Oui. On a mis un moment avant de le fournir. Les équipes côté GitLab ont vachement bossé avec l'aide des équipes côté Red Hat et du coup, on a un exécuteur qui est sympa. Il y a un autre truc qui est en train de sortir. Enfin, ça va avancer. Mais autoscale sans problème. Donc on vous expliquera ça. Pourquoi je veux faire deux versions du Twitch, c'est que en fait, j'aimerais euh, je sais. Oui, non, si, oui, je veux juste expliquer aux gens qu'en fait, il y a moyen de tester tout ça sur ses propres machines. Euh, Si vous avez besoin d'apprendre, vous n'êtes pas toujours obligé de vous payer des serveurs ou des choses comme ça. Alors CRC, c'est un peu costaud, donc le faites pas sur une machine qui a que 8 Go de RAM, parce que c'est un super jouet, ça fait plein de trucs. C'est un mini OpenShift en fait, hein, donc il y a du taf dedans. Il faut un peu de puissance sur la machine, mais pour l'avoir utilisé, je me suis bien amusé. Euh, ah oui, je m'empresse de tester ça avec les semaines gratuites. Oui, tu as raison, c'est Seb qui a tweeté ça hier ou ce matin, il me semble, je crois. Bah, tu me diras, parce qu'en ce moment, tu testes beaucoup plus vite que moi, donc je vais finir par attendre tes articles. Ça sera plus simple. Donc pour aujourd'hui, voilà, c'était très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou dans les liens ou au prochain Twitch ou m'envoyer ou sur Twitter, hein, peu importe. Je répondrai si je sais. Si je sais pas, je dirai bah, je ne sais pas. Et j'essaierai de trouver la réponse. Je vous donne pas de délai de temps de réponse parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Mais écoutez, c'était sympa de vous avoir aujourd'hui. Donc, on va voir ce qu'on fait la semaine prochaine. Il y aura
Le runner, comment installer votre propre runner, comment l'enregistrer sur gitlab.com. Comme ça, vous pourrez le faire comme vous voudrez. Euh, Au niveau des opérateurs, c'est encore limité sur la sandbox. Ouais, il faudra qu'on en discute, ça, Seb, effectivement, je pense. Il faudrait que, en fait, tous les liens sur lesquels on avait échangé, il faudrait que je relise tout et puis qu'on se fasse un espèce d'état des lieux pour les nuls. Ouais, je pense qu'il va y avoir de jolies choses là-dessus. Donc on verra comment je vais y arriver, plugger gitlab.com, enfin votre runner sur gitlab.com. Comment l'utiliser en tant qu'exécuteur Docker, c'est vraiment la solution la plus sympa à utiliser. Et puis je sais pas, on verra deux trois trucs. Je veux pas faire de trucs trop compliqués et trop chargés dans les épisodes parce que c'est plus facile si c'est court. Ça me prend moins de temps à préparer aussi, hein, faut être honnête, parce que je fais d'autres choses. Mais on va y aller petit à petit. Et puis, comme je ferai une issue à chaque fois, n'hésitez pas à me dire ce dont vous aimeriez entendre parler. Alors pareil, je le traiterai, mais en fonction du niveau et de la progression des épisodes et des exercices. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais faire une petite sieste avant d'aller bosser. Et puis je vous souhaite aussi un très très bon week-end. Tu as prévu de reparler de... Alors attends, hop. Tu as prévu de reparler de la CI, Stage, Step. De toute façon, j'en parlerai quasiment à chaque fois. Donc, à la limite, on pourra affiner. Et puis, s'il y a des questions supplémentaires, je le ferai. Arnamur a une question. Dis-moi. Je t'écoute. Il est parti? Non. Ce serait bien un épisode sur la partie issue tracking pour les product managers. Alors, ça sera pas un épisode de la partie GitLab CI, parce que c'est pas tout à fait pareil. Ça sera, mais pourquoi pas, oui, je peux faire pas forcément toute une saison là-dessus, mais je pourrais faire un Twitch sur différentes manières d'utiliser les issues. Les intégrations possibles sur Jira, je le ferai pas parce que je sais pas le faire et j'ai pas d'intégration Jira et j'ai pas accès. Enfin, je pourrais trouver un accès Jira, mais je t'avoue que j'ai pas envie, honnêtement. Si un de mes clients me le demande, éventuellement, j'irai voir, mais j'aime pas trop. Donc, je vais rester dans le scope GitLab. Les Twitch que je fais là sur GitLab, c'est pas pour GitLab en fait, hein, même si je mets la casquette GitLab, c'est juste que ça m'amuse. Un avis sur Jira par rapport à GitLab. Alors oui, j'ai un avis. Alors attends, d'abord je fais de la pub parce que Sébastien explique qu'à 16h sur le Twitch du FinSdev, il fait un live coding Quarkus. Alors les live coding de Seb sont top. Alors non, c'est pas le FinSdev, c'est le Finist Dev. Finist pour Finistère. Un avis sur Jira. Jira, si tu fais des projets complexes, on va dire, qui demandent un suivi des exigences très précis. Donc, si tu construis des hélicoptères, par exemple, je pense que Jira est très adapté pour décrire les exigences. Donc, c'était un avis sur Jira par rapport à GitLab. Si tu fais du dev de gestion, enfin de gestion ou autre, ou même du jeu, ou peu importe, ou même du scientifique, en fait, tout dépend de la criticité de ce que tu fais. Tout dépend en fait de la finesse de gestion des exigences que tu veux avoir. Et du coup, les issues avec éventuellement les epics ou d'autres choses peuvent suffire largement ou, dans certains cas, remplir 80% du besoin et souvent 80% du besoin euh, sont, euh, sont suffisants. Donc, il faut vraiment réfléchir au contexte. Alors, on me dit que, attention, les outils Atlassian on-prem sont morts dans un an ou deux. C'est pas faux, mais on est en train en même temps de se diriger pas mal vers du SaaS. Donc, ça sera peut-être dans un an ou deux, ça sera peut-être plus un problème. Je sais que pour l'instant, les gens sont un petit peu grognons du fait que ça ne sera plus on-prem, mais peut-être que ça sera plus problématique. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu prévu un tweet sur comment diagnostiquer les problématiques fréquentes avec les runners? Log, erreur Docker.
Soucis de configuration, supervision. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Pour les soucis de configuration, enfin, si c'est construire le fichier YAML, là, je vous ai montré aujourd'hui une des dernières features qui était sortie, c'était le linter utilisable directement et puis une vision à l'avance du pipeline. Pour le reste, on verra au fur et à mesure. Avec du X-Ray pour gérer ton patrimoine de test, ça a un intérêt d'après les PM et les fonctionnels. Eh ben écoute, quand tu reviens de vacances, on en discute et tu me expliques ce que tu as en tête, ce sera avec grand plaisir. Mais maintenant, on retourne en vacances. Euh, Qu'est-ce que dit Arnamur? Puis ici, tout est intégré, c'est ça l'avantage, pas avoir 50 outils différents. Oui, c'est vrai. Alors après, les avis peuvent différer hein, là-dessus. Mais on peut pas dire que les issues de GitLab font la même chose que le ticketing de Jira. Il y a un scope qui est commun, mais jamais vous m'entendrez dire oui, on fait la même chose que Jira. C'est 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 faux. C'est notamment puisque en plus GitLab développe une intégration Jira, hein, l'intégration Jira GitLab qui existe, tant la version core que la version Enterprise est développée par GitLab parce qu'on est pertinemment conscient que selon les contextes entreprises, Jira est incontournable. Donc, jamais je vous dirais c'est pareil. Mais dans certains cas, vous n'avez peut-être pas besoin de Jira. Donc, et les issues suffisent. Ça dépend. J'ai des clients hein, qui ont fait le step. Hein, ils étaient tous les chefs de projet faisaient du Jira depuis des années. La finance chez eux a décidé de réduire, on va dire, enfin d'optimiser ou de rationaliser les coûts. Ils ont dit on a GitLab, ça fait des issues, c'est pareil, n'utilisez que GitLab. Alors le c'est pareil a fait frémir les chefs de projet, hein, mais j'ai bossé un petit peu avec eux, on a vu comment s'adapter, et en fait ils ont juste changé leurs habitudes de boulot, et, au final ils ont reconnu que ça leur suffisait. Mais ça peut ne pas être valable dans d'autres contextes. Donc voilà, faut peser le pour et le contre, l'histoire du 80-20. Il y a un aspect financier aussi, il ne faut pas se leurrer. Ça joue aussi. Voilà. Mais il y a quand même une grosse partie de Jira quoi, qui est différente de ce qu'on fait avec GitLab. Alors, je pense que quand Xtopnexity parle de plugin Jira, est-ce que c'est le plugin, enfin l'intégration fournie par GitLab ou est-ce que c'est autre chose? Tu vois, Arnamur, en Jira, j'y connais rien en fait. C'est pour ça que je voulais pas en faire. Ouais, c'est ça. Normalement, alors, il existe un des plugins d'intégration Jira GitLab fait par des tiers, hein, mais il y en a un avec GitLab. Donc, je, je, pourquoi s'embêter? Alors, Arnamur, je pense que Jira a du sens si tu prends toute la stack Atlassian. Ouais, ça, c'est sûr. Mais j'ai plein de contextes clients, ou même dans mon passé, dans des boîtes où j'ai bossé, où il y avait du GitLab ou du GitHub plugué avec du Jira. Parce que ouais, bah, tu construis des avions, tu as besoin d'un suivi un peu différent et un peu plus poussé. Avec surtout dans Jira, tu peux mettre des contrôles, alors que dans les issues, tu n'as pas vraiment de contrôle. Il faut que les gens soient bien élevés quand ils bossent entre eux, quoi. Xtop Next City me parle d'un plugin payant. Bah écoute, si tu retrouves la prochaine fois, tu nous donnes le lien et puis on le donnera aux autres, quoi. Mais ouais, je traiterai pas le sujet Jira, je pense. Non, mais Arnamur, tu peux parler de Jira, hein. C'est juste que, en fait, je sais pas m'en servir. J'ai eu à l'utiliser sur un projet en SS2I il y a des années et j'avais envie de pleurer parce que, en plus, on m'avait filé un job qui m'intéressait pas. Donc, c'est juste très personnel. Jira, ok. Bitbucket, ouais. Oh, je sais, moi, Bitbucket, j'ai bossé avec, ça allait. Confluence, j'ai jamais bossé avec, je peux pas dire. Le plugin s'appelle Baseband Git Integration for Jira. Ok, cool. Je vais tout de suite tester GitLab Jira, super. Le lien, je l'affiche, les gens l'auront dans la vidéo. Donc merci à Xtop Nexity, qui a un handle qui est presque aussi impossible à prononcer que le mien.
Cano a dit ouais, c'est un clicodrome Jira. Ouais, mais ouais, quand t'es dev, c'est chiant d'utiliser du Jira. Quand t'es chef de projet à grosse tendance technique et que tu viens du dev, tu deviens fou à l'utiliser. Mais dans certains cas, c'est quand même bien, hein. Je peux pas le nier, hein. Ma camarade Ninja Scrally est d'accord avec moi, donc c'est c'est excellent. Est-ce qu'il y a des Belges ici? À part toi, je crois pas. On a Seb qui est hollandais, c'est pas loin, mais je crois pas avoir vu passer de camarades belges dans le. Ça arrive, hein. D'ailleurs, à savoir qu'on a des solutions architectes en Belgique. J'ai des copains belges ouais, chez GitLab qui sont en Belgique. Ah, ça commence à discuter business directement sur le Twitch. Sébastien, moitié hollandais, moitié français, donc oui, un peu belge. Ouais, en même temps, tu aurais pu être presque ardéchois hein, quand même, parce que tous les Hollandais sont allés s'installer en Ardèche quand j'étais petit, hein. Tu serais intéressé pour avoir des contacts en Belgique? Eh ben, écoute, tu m'envoies un mail, hein, ou je ne sais plus comment. Oui, si, normalement, tu as mon mail, donc tu me l'envoies, et puis je te dirai qui est le solution architecte qui s'appelle Christophe. Il est super sympa. Les Hollandais sont partout. Bah, ça, je suis d'accord, hein. Il y a eu un gros brassage en Ardèche, hein. C'est arrivé en Ardèche quand même, les gars. C'est un joli département. On est en train de dériver. Excusez-moi, je me suis mis le doigt dans l'œil là et je suis en train de pleurer. De toute façon, il va falloir que je vous quitte parce que dans 9 minutes, j'ai une réunion. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous voir, de discuter, d'échanger. Et puis, je vous dis bah, au prochain épisode, je pense la semaine prochaine si, si je me mets à voir correctement. Je vous souhaite un bon après-midi et puis un très bon week-end et puis à très bientôt. Voilà, voilà, je coupe. Salut.